Bonjour à tous, il est 10h01. Je suis Cécile et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Lloyd Register. Un regard d'expert, regard auditeur-audité sur la cybersécurité et l'approche des systèmes de management de la qualité sur la norme ISO 27001. Nous allons passer environ 1 heure ensemble et je suis aujourd'hui en ligne avec Philippe Roudier, ainsi que Virginie Collineau, que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce webinaire partagé. Bonjour Virginie, bonjour Bonjour Philippe. Cécile, bonjour Philippe, bonjour à Bonjour. toutes et à tous. Moi, je suis RSSI de Nemshield Group, qui est un registrar. Je suis RSSI depuis 2018. Je rencontre directement le PDG de Nemshield sur les aspects sécurité des systèmes d'information. Mes domaines de prédilection, c'est accompagner les utilisateurs dans le respect des bonnes pratiques, l'audit, qui nous permet d'évaluer notre système, et puis surtout l'analyse de risque, puisque un système de management de la sécurité de l'information repose sur des analyses de risque régulières et sur le traitement de ces risques. Et je connais bien Monsieur Roudier, qui est notre auditeur ISO 27001. Bien, bonjour à tous. Pour ma part, effectivement, Philippe Roudier, je suis responsable technique et responsable d'audit au sein de Lloyd Register. Avant d'intégrer les équipes Lloyd Register, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, j'ai exercé des fonctions de consultant et de responsable qualité et contrôle dans un domaine industriel de la mécanique auprès de plutôt de PME. Et avant cela, j'étais ingénieur et chef de projet dans le domaine de l'informatique industrielle, ce qui me permet en fait aujourd'hui d'avoir cette double compétence et cette expérience et expertise à la fois effectivement des systèmes d'information et des organisations d'entreprise. Merci Philippe. Je serai donc la modératrice pour animer ce webinaire pendant 1 heure. Je voulais également vous préciser quelques règles concernant le webinaire, donc à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, vous avez à tout moment la possibilité de nous envoyer vos questions ou de vous manifester sur ce webinaire, mais vous n'aurez pas la possibilité de prendre la parole. Ce sont uniquement Philippe et Virginie qui prendront la parole. Donc, nous parlerons de patrimoine immatériel, de gestion des risques, avec la partie normes et certifications dans ce domaine-là. Nous verrons ensuite comment on abordera la cybersécurité avec toujours le regard croisé de Virginie qui donnera son retour Nemshield et l'input de Philippe sur la partie auditeur. Et puis, nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire de vous manifester. Toutes vos questions auront des réponses. Nous vous enverrons la présentation de ce webinaire à la fin de ce webinaire. Vous aurez aussi la possibilité de nous réécouter puisque la version podcast vous sera enregistrée. Et enfin, dernier point, pour notre amélioration continue, à la fois chez Nemshield et chez Lloyd Register, nous vous enverrons une enquête de satisfaction qu'il vous sera gré de bien vouloir compléter pour notre bon déroulé. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je vous dis à très bientôt. Et à toi l'honneur, Philippe. Très bien, écoutez, je viens de couper ma caméra pour éviter effectivement de limiter le flux de communication. Je voulais donc commencer par vous présenter, justifier, expliquer le thème central que nous avons choisi pour ce webinaire, qui est le patrimoine immatériel. Et pour ça, en fait, je voulais planter le décor en vous parlant effectivement du contexte instable que nous subissons tous depuis le début de ce siècle. Et en parlant effectivement, en commençant par les événements de nature naturelle et climatique, et pour en citer quelques-uns, je parlerai effectivement des incendies de plus en plus monstrueux que nous subissons à la fois effectivement, en particulier aux États-Unis, en Californie ou en Australie. Plus proche de chez nous, nous avons vécu encore cet hiver et au début de l'automne des inondations conséquentes
notamment dans le sud de la France. Et que dire effectivement de l'éruption volcanique? Alors ça date un petit peu, c'était 2010, mais qui a valu quelques prolongations de vacances pour certains d'entre nous peut-être. Autre catastrophe naturelle où, eh ben, celle que nous subissons actuellement, et on vient d'en fêter le sinistre premier anniversaire avec notre fameux Covid-19. Au-delà de ces situations, je dirais, qui ont un trait naturel, il y a une multitude de situations qui sont liées à l'activité humaine. Et pour commencer, je citerai un certain nombre d'accidents. L'un des principaux dans ce début de millénaire est l'incident ou l'accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon, ou plus récemment et plus proche de chez nous, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en ce début d'année. Mais au-delà de ça, on a un certain nombre d'événements qui sont liés à des facteurs humains, qu'ils soient effectivement sociaux, mouvements sociaux ou terrorisme, on est en plein dedans là aussi. Et éventuellement aussi et autres erreurs techniques ou technologiques, et pour n'en citer qu'un à titre d'exemple, celui fâcheux et mortel du Boeing 737 MAX qui a qui a généré près de 350 morts passagers et personnel d'équipage, et qui a cloué au sol toute la flotte de ces avions depuis presque un an et demi aujourd'hui. Et puis, pour citer quand même et revenir à notre thème d'aujourd'hui, les activités, les attaques cyber. Attaques cyber en fait que je classerai en deux grands de catégories. Une première catégorie d'attaques qui a trait effectivement à empêcher l'utilisation des outils informatiques et restitution moyennant rançon pour la plupart du temps. Et pour citer l'un d'entre eux, WannaCry de 2016, si je ne m'abuse, ou 2017, qui a valu effectivement l'arrêt de nombreuses installations dans le monde entier, et qui a attaqué près de 300 000 postes dans le monde, postes informatiques. L'autre type d'attaque étant effectivement concentré sur les données, que ce soit des données de type bancaire, ou que ce soit des données de type des données personnelles et d'individus ou d'entreprises. Alors bien entendu, tous ces aléas, je dirais, ont des impacts phénoménaux, à la fois effectivement humains et sociaux. Hein. C'est aujourd'hui 1,5 million de morts, le Covid-19. Si on parle effectivement des deux crashs du Boeing 737, c'est 350 morts ou pratiquement. Et puis c'est des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'emplois détruits de par ces facteurs environnementaux ou d'origine humaine. Et bien entendu, à côté de ça, on a des impacts matériels forts, à la fois matériels en termes d'infrastructures bâtiments ou d'infrastructures informatiques. Et tout ça ayant des implications énormes, à la fois économiques et financières, directes ou indirectes, par les cours de bourse, par exemple, et qui s'effondrent pour certaines entreprises. Alors ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, en sachant que derrière, effectivement, on a une multitude d'impacts qui sont des impacts immatériels sur le patrimoine de l'entreprise, patrimoine informationnel d'une part, et à titre d'exemple, j'ai noté le vol de 106 millions de données personnelles de clients pour la banque Capital One, une banque canadienne. Et que dire effectivement des 1,1 milliard de données biométriques et personnelles piratées auprès de l'autorité étatique indienne, Aadhaar, qui est une autorité d'identification. Ces impacts sont aussi pas que informationnels, on a des impacts sur les connaissances et les savoir-faire. Alors j'ai retrouvé une statistique qui date un petit peu de quelques années, donc ça doit être pire aujourd'hui, mais qui disait déjà que plus d'une entreprise sur 4 en Europe avait été victime de vol de secrets d'affaires.
Donc, ce n'est pas rien, c'est pas négligeable. Et puis aussi, bien entendu, et il ne faut pas le négliger, tous les impacts en termes d'image et de marque. Alors, qui avant, enfin moi je ne connaissais pas, avant ce début d'année, je ne connaissais pas Lubrizol, par exemple, mais aujourd'hui je le connais bien et trop bien, au goût sans doute des dirigeants de l'entreprise. Alors, ces impacts sont fondamentaux pour le patrimoine de l'entreprise. Alors, qui peut, bien entendu, si elle détient encore un certain nombre de moyens, si elle a encore un peu de trésorerie, une entreprise, suite à un sinistre, peut recréer, reconstruire ou louer de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures. Elle peut se doter de nouveaux équipements de travail, soit les acheter, soit les louer. Elle peut aussi recruter des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, et Dieu sait qu'actuellement, il va y en avoir un certain nombre. Il y en a déjà un certain nombre de disponibles et dans les mois qui viennent, il va y en avoir encore un peu plus. Mais que faire en fait de ces éléments-là si l'entreprise en fait n'a plus accès à son patrimoine immatériel? Patrimoine immatériel constitué à la fois des dossiers techniques des produits, des codes sources des applications, des listes des clients, de fournisseurs, des dossiers techniques des process de fabrication, des recettes, des gammes opératoires ou même de l'expertise nécessaire pour la mise en œuvre de ce patrimoine immatériel. Sans cela, sans ce patrimoine immatériel, l'entreprise ne pourra pas redémarrer. C'est pour ça effectivement qu'on voulait faire ce focus sur ce sujet qui est peut-être effectivement parfois négligé. Merci Philippe pour cette introduction. Qu'en est-il du côté de Nemshield, de Virginie? Qu'est-ce que cela évoque chez vous? Alors Nameshield, avant tout, je vais prendre quelques minutes pour présenter notre société. C'est un registraire, c'est-à-dire que notre activité principale, c'est l'enregistrement et la gestion des noms de domaine dans un cadre B2B. Le nom de domaine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prolongement de la marque sur Internet. Nous avons des clients leaders, des sociétés du CAC 40 spécialisées dans le luxe, dans le secteur bancaire. Je peux notamment citer L'Oréal, Schneider Electric, Canal+. Donc, tout ce que vient présenter Philippe fait écho à tout ce que ces sociétés souhaitent à la fois préserver, protéger, surtout dans ce contexte. Notre mission, c'est vraiment d'assurer une parfaite adéquation entre le parc de noms de domaine de nos clients et leur stratégie digitale. Or, dans ce contexte de crise sanitaire qui engendre une crise économique et une crise cybersécurité, on a eu beaucoup d'attaques depuis le début de l'année 2020. Nos vitrines virtuelles, alors qu'elles soient commerciales, surtout dans cette période de Noël, ou informationnelles ou culturelles, sont à la fois sursollicitées et surexposées. Et c'est pour ça qu'on propose aussi des solutions qui permettent de les sécuriser, notamment la gestion de certificats SSL, le DNS Premium, le monitoring web, la récupération de noms de domaine, et on réalise aussi des audits pour nos clients. Alors, notre patrimoine immatériel, il est vaste, puisque comme vous l'avez compris, on a une activité de cybersécurité. Alors, si je l'éclaire sous 2-3 angles, c'est d'abord des bases de données, puisque pour la gestion de ces noms de domaine ou ces certificats SSL ou les zones DNS, on gère beaucoup d'informations qui sont sensibles, stratégiques pour nos clients et qui peuvent contenir des données à caractère personnel. Et donc, on est conforme au RGPD. Nous développons nos propres solutions informatiques en interne et donc notre code source, c'est vraiment notre patrimoine immatériel. C'est un savoir-faire que nous avons depuis 25 ans chez Nameshield. Nous ne sous-traitons aucun développement en externe et donc toutes nos applications, interfaces, API sont développées, testées, mises en production par nos collaborateurs en interne, dont la sécurité de l'information est devenue l'ADN, puisque toutes nos procédures sont là pour sécuriser ces développements. Donc, on accompagne aussi nos clients, puisque si on met à leur disposition des outils très sécures, leurs actions dans ces plateformes doivent l'être aussi. Et donc, on fait un accompagnement sur mesure de nos clients. Notre savoir-faire, c'est vraiment également notre patrimoine immatériel qui est vraiment très précieux. Merci Virginie. Par rapport au
aux menaces et aux différentes catastrophes et aux crises que Philippe a énoncées aujourd'hui, qui sont inéluctables, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut faire, Virginie? Alors c'est moi plutôt qui vais prendre la Ah parole oui, sur le pardon, Philippe. sujet. C'est pas grave. Euh, je dirais que fort en fait de mes années d'expertise et de travail dans le domaine des normes et des systèmes de management, euh, je suis convaincu et je pense que la plupart des entreprises sont aujourd'hui convaincues que le premier des éléments, l'axe le plus fort, la clé de voûte de toute action pour pouvoir rebondir face à des situations de sinistre, c'est la notion de gestion des risques. La gestion des risques, donc il y a une norme qui précise, qui présente effectivement une approche systémique qui est exploitée après dans le cadre de l'ensemble des systèmes de management de la qualité. C'est l'ISO 31000. Et pour préciser en quelques mots, faire une synthèse un petit peu de cette norme, la gestion des risques, ça passe d'abord par l'établissement d'un contexte, donc la bonne connaissance du contexte de notre organisation ou de notre activité, un contexte à la fois politique, économique, sanitaire, et Dieu sait qu'aujourd'hui, ce contexte sanitaire est important, social, technologique, environnemental, légal, etc. Pourquoi identifier ce contexte? De manière à identifier clairement quels sont les risques pour l'entreprise dans ce milieu, dans le milieu dans lequel elle vit. Une fois qu'on a identifié les risques, eh bien, il s'agit de les peser, de les dimensionner, à la fois effectivement par rapport à l'impact, si le risque se produit, quel est l'impact pour l'entreprise? Est-ce qu'on peut survivre? Est-ce que l'entreprise peut survivre ou pas? Est-ce que ça a un impact sur un produit? Est-ce que ça a un impact sur l'ensemble de l'activité? Donc c'est la dimension effectivement de l'impact ou effectivement le risque qu'il se présente, donc l'occurrence en fait, ou la probabilité que le risque ne provienne. Est-ce que c'est quelque chose qui sera rarissime? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se produire régulièrement? Typiquement, on aurait dit qu'une crise sanitaire en 2019, on aurait dit que ça pouvait être quelque chose de rarissime. Aujourd'hui, eh ben, on sait que ça sera quelque chose de récurrent. Donc, le poids de ce risque va être tout à fait différent dans les années à venir. Donc, dimensionner, peser ces risques de manière à y permettre et à mettre en évidence auprès des personnes compétentes de l'entreprise, donc souvent le top management, de mettre cette information à leur disposition de manière à ce qu'ils prennent les bonnes décisions éclairées. Euh, décisions peuvent être d'ordre distinct. On peut très bien considérer qu'on accepte le risque parce que on n'a pas de solution à un coût acceptable pour traiter le risque. On peut partager ce risque, par exemple, effectivement, en se garantissant, en prenant une assurance pour garantir le risque, on peut s'en absoudre typiquement en faisant faire une activité qu'on maîtrise mal ou sur lesquelles qui fait courir des risques à l'entreprise en le faisant traiter par un sous-traitant ou une autre entreprise dont c'est le métier que de traiter ce risque. Alors tout ça, effectivement, c'est le principe de la gestion des risques et ça rentre en fait dans une démarche systémique parce que forcément, une fois qu'on a identifié ces risques, qu'on a mis en place les actions, et ben, il faut vérifier que ces actions sont efficaces, qu'elles apportent des fruits, qu'elles permettent de limiter les risques ou pas. Et puis surtout, il faut prendre en compte les nouveaux risques. Qui en 2019 avait intégré dans son analyse de risque des risques sanitaires. Il y en avait sans doute quelques entreprises, mais de manière sporadique. Aujourd'hui, c'est un risque incontournable et qu'il faut intégrer dans la gestion des risques de l'entreprise. Donc, gestion des risques, c'est clair, c'est une évidence, ça doit être effectivement un des éléments focaux et central de toute gestion correcte des événements. Alors, cette gestion des risques aussi, on invite à se focaliser sur les risques liés au système d'information.
Et à ce titre, en fait, je propose et on propose effectivement de se focaliser sur un référentiel, l'ISO 27001, qui est la norme de système de management de la sécurité de l'information, qui elle est une norme certifiable. Au passage, l'ISO 31000 n'est pas une norme certifiable, c'est plus effectivement des guides de bonne pratique. La 27000, elle propose, et c'est tout l'intérêt en fait de cette norme, elle propose en annexe, et puis il y a une norme 27002 qui les reprend dans le détail, 114 exigences ou mesures pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations. Alors pour l'intérêt en fait de ce webinaire, j'en ai repris deux types d'exigences. L'une concernant la continuité de la sécurité de l'information. La norme, en fait, précise que il faut qu'une entreprise ait défini une organisation, donc des personnes, des individus, des modalités, pour assurer la continuité de l'information dans le cas effectivement de la survenue d'une crise ou d'un sinistre. Elle précise aussi que cette organisation doit être définie, décrite, de manière à ce qu'on n'ait pas de questions à se poser le jour où où survient un aléa. Et puis, il faut aussi, et on y reviendra après dans cette webconférence, il faut aussi tester et vérifier que ces dispositions, cette organisation qu'on a définie, elle est valide, valable, et qu'elle est efficace dans le cas d'une situation détériorée. Donc, il faut la tester. Autre exigence que j'ai relevée dans la norme et qui a son réel intérêt par rapport au sujet qui nous concerne, c'est la sauvegarde. La norme impose effectivement ou invite à ce que les entreprises réalisent des copies de sauvegarde de l'information, des logiciels, des images systèmes, et non seulement de faire ces sauvegardes, mais de tester ces sauvegardes et les restitutions, parce que maintes fois, effectivement, on a cru sauvegarder et ça n'était pas effectivement suffisamment efficace. Et on n'avait plus rien sur les supports de données. Merci Philippe. Virginie, alors qu'est-ce qui vous a convaincu et qu'est-ce qui vous a fait choisir LR dans votre approche de certification 27001? Racontez-nous. Alors, notre parcours, nous, il est très simple puisque depuis 25 ans, pardon, nous développons des solutions sécurisées en interne. On peut dire qu'on a vraiment une très grande expérience, très éprouvée dans la sécurité de l'information. En 2015, on a souhaité valoriser ce savoir-faire dans la conception de solutions techniques innovantes et sécurisées et dans l'accompagnement de nos clients. Et donc, on s'est lancé dans l'élaboration d'un système de management de la sécurité de l'information. La certification ISO 27001, elle est finalement venue à nous tout simplement puisque ça a permis d'approuver et de mettre en valeur les bonnes pratiques que l'on respecte depuis de nombreuses années. On a donc dû choisir un organisme certificateur et on a choisi LR pour plusieurs raisons. Il faut savoir que la norme ISO 27001 est avant tout une norme anglo-saxonne qui est utilisée dans les autres pays, notamment anglo-saxons, depuis de nombreuses années. Et LR était accréditée par UCAS, donc l'organisme d'accréditation anglais, et donc a des méthodes très éprouvées dans la certification de cette norme utilisée dans de nombreux pays à l'étranger. Ensuite, ce qui nous a vraiment décidé de travailler avec LR, c'est que notre interlocuteur, alors en particulier Monsieur Roudier, a une expérience dans la sécurité de l'information. Il a une forte expertise, il a une compétence et c'est très appréciable d'avoir un organisme face à nous qui certes est là pour approuver notre système et valider que quand on parle disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, on ne fait pas qu'en parler, on prouve aussi ce que l'on dit. Mais en même temps, il nous challenge, puisque comme il connaît très bien ce sujet, il va vraiment appuyer sur des sujets très précis. Ça peut être la conformité, ça peut être justement la question du chiffrement ou de la sauvegarde. Et il a cette capacité à aller de manière très approfondie. Donc, quelque part, ça nous aide aussi à nous améliorer à travers ces audits externes. Et enfin, je crois que c'est le seul organisme certificateur en France qui le propose, mais
il nous a proposé un programme d'audit sur mesure, c'est-à-dire qu'on a la même charge d'audit que n'importe quel organisme certificateur, mais néanmoins, LR nous propose de venir tous les 9 mois auditer notre système de management de la sécurité de l'information en externe. Et c'est très appréciable pour nous puisque ça nous met vraiment dans une boucle vertueuse, très régulière. Ça, c'est très appréciable. Donc, ça fait aussi partie des arguments qui nous ont fait choisir votre organisme de certification. Je confirme effectivement que ça permet d'assurer une continuité et non effectivement le principe de bachotage avant l'arrivée de l'auditeur. Ça, on le ressent effectivement nous-mêmes hein, dans le cadre de l'audit. Très bien, merci à tous les deux. On va s'intéresser à vous, chers auditeurs. On va vous poser une question pour en savoir un peu plus sur votre approche en certification. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Donc, s'affiche à l'écran la question choix multiple par rapport à vous. Et puis, on le commentera un peu plus tard. Évidemment, ces données-là seront utilisées uniquement dans le cadre du webinaire. Je vais vous laisser encore quelques petites secondes pour répondre à l'enquête. Et puis, on va continuer avec Philippe. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions, par exemple, pour une entreprise qui souhaite s'inscrire dans une stratégie de sécurisation de ces informations? Est-ce qu'il y a des sujets plus prioritaires que d'autres à aborder sur une approche telle qu'elle? Oui, Cécile, effectivement, bon, il y a de multiples effectivement sujets à traiter lorsqu'on veut aller vers la cybersécurité et la cybersécurisation de son organisation. Nous appuyons chez Lloyd's Register eh ben, sur l'équivalent de l'ANSSI, donc en France, l'entité en fait qui assure la sécurité de cybersécurité au UK donc le NCSC, et qui a établi en fait des lignes directrices en 10 étapes à destination des chefs d'entreprise pour améliorer la cybersécurité et protéger les actifs informationnels. Ces 10 sujets, sans rentrer dans le détail, placent en premier lieu le fait de mettre en place un dispositif de gestion des risques, ce qu'on a effectivement présenté au préalable. Cette organisation propose aussi de sécuriser le travail à domicile, le télétravail. Ça avait été établi, le guide avait été établi avant le Covid, mais on voit aujourd'hui tout l'intérêt, toute la nécessité en fait de maîtriser ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise dans le cadre effectivement du travail à distance des opérateurs et des collaborateurs de l'entreprise. Bien entendu, avec cela, il faut assurer et gérer les autorisations des utilisateurs, l'autorisation des accès, quel que soit effectivement, au passage qu'ils soient effectivement des accès physiques ou électroniques, en fonction des usages, des profils, des intérêts limités effectivement du coup l'accès aux informations. Former, sensibiliser les utilisateurs, c'est une évidence. Bon, surtout qu'on sait très bien que plus de 80% en fait des aléas informatiques proviennent effectivement des utilisateurs et souvent effectivement par inadvertance et pas volontairement. Donc, il faut sensibiliser, former et reformer et resensibiliser en permanence parce que les attaques évoluent et donc il faut rafraîchir en fait la compétence et la sensibilisation des personnels. Et puis, bien entendu, aussi contrôler les supports amovibles, en sachant qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises ont supprimé tout accès à des clés USB, tout accès à des supports amovibles. Et c'est effectivement une solution assez simpliste, mais efficace pour supprimer ce risque de support amovible. Autre sujet sur lesquels le NCSC propose de travailler, c'est de sécuriser la configuration de tous les systèmes
de manière à s'assurer que, en termes d'infrastructure, seules les personnes, d'abord qu'on connaît bien effectivement l'infrastructure informatique de l'organisation, qu'on en maîtrise tous les tenants et aboutissants et qu'on en maîtrise tous les accès aussi. Prévenir le logiciel malveillant, bien entendu, en ayant et en mettant en place tous les dispositifs antivirus requis et nécessaires. Sécuriser le réseau, en sachant que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que si hier, enfin, ou en 2019, le réseau d'entreprise, c'était souvent un réseau local avec quelques échanges vers l'extérieur. Aujourd'hui, en fait, le réseau de l'entreprise, c'est Internet. Il est étendu complètement à Internet. Aujourd'hui, tous les personnels travaillent à distance et basculent les informations via Internet. Tous les accès aux outils d'entreprise se font pratiquement maintenant aujourd'hui au travers de liens ou de VPN Internet. Donc, c'est aujourd'hui un sujet majeur. Bien entendu, il y a tout ce qui a trait à la gestion des incidents, alors la détection et la gestion des incidents lorsqu'ils surviennent, et puis la sécurisation de l'ensemble des dispositions et la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, mais on y reviendra. Et puis tout ça, effectivement, dans le cadre d'un dispositif de contrôle, de surveillance, qui doit permettre de détecter tout aléa, mais qui doit permettre de vérifier aussi que toutes ces dispositions et dispositifs fonctionnent et sont maîtrisés. Voilà donc si une dizaine de sujets, d'étapes clés en fait pour mettre en place de la cybersécurisation au sein des entreprises. Peut-être effectivement des points clés chez Nameshield par rapport à tout ça, Virginie? Oui, c'est vrai que la norme, elle a cet avantage, Philippe, d'être conçue comme les autres normes ISO sur le cycle de Shewhart, c'est-à-dire que ça nous impose de planifier, de faire ce que l'on a dit que l'on ferait, d'étudier ce que l'on a fait et de nous améliorer. La première brique de la sécurité des systèmes d'information, c'est l'analyse des risques. Donc nous, on suit la méthode qui est recommandée par l'ANSSI, la méthode EBIOS. Et la nouveauté chez Nameshield depuis à peu près 18 mois, c'est que comme nous avons mis en place l'organisation agile, nous avons décidé de mettre des instances de sécurité dans chacune de nos lignes produits et nous réalisons régulièrement des analyses de risque des produits que nous offrons à nos clients. Ces analyses de risque, elles nous imposent de mettre en place des mesures pour traiter ces risques, soit de les limiter, soit de les réduire à néant. Ça nous oblige de revoir régulièrement nos dispositions parce que le contexte évolue, donc on a un regard sur notre contexte, qu'il soit réglementaire, contextuel, organisationnel. On réalise des audits internes, donc c'est l'exigence aussi de la norme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se suffire d'un regard externe, donc d'un audit externe. On doit réaliser un certain nombre d'audits internes, que ce soit des audits sur nos procédures, des audits techniques, des tests de phishing. Et d'ailleurs, Philippe a regardé en novembre dernier lors de notre audit de surveillance, a vraiment fait un focus sur ces différents éléments. Et puis, Bien nous fait au passage. Merci beaucoup. Oui, notamment le test de phishing, hein. Je pense que Philippe, vous avez beaucoup apprécié. Absolument. Et puis, nous testons et améliorons notre dispositif de continuité d'activité. Et c'est là-dessus qu'avec Philippe, on souhaitait vous faire un focus opérationnel. Justement, oui. Est-ce que, Virginie, est-ce que vous pourriez nous parler de votre process, votre activité de continuité d'activité et comment vous le testez, en sachant que je l'ai audité effectivement là aussi il y a quelques semaines et j'ai trouvé particulièrement pertinent un certain nombre d'actions qui ont été menées et puis un certain nombre de constats que vous avez identifiés pendant vos tests. Oui, alors nous, notre continuité d'activité, alors comme je vous l'ai dit, tout repose sur une analyse de risque, repose sur 2 mesures phares. La première, c'est que nous avons évalué le risque qu'à tout moment, parce qu'il y a un problème électrique ou un incendie ou un autre problème, nous puissions plus poursuivre notre activité pendant les heures ouvrées.
Donc, on a dédié un site spécifiquement à la continuité d'activité. Il se trouve à quelques centaines de mètres de notre site opérationnel. C'est un local qui est au rez-de-chaussée d'un bâtiment dans lequel on a mis en place des serveurs, des postes de travail, des bureaux pour que les personnes qui ont des laptops puissent se positionner. Et ça nous permet, dans on va dire un délai de moins d'1 heure, de continuer l'activité sur des fonctions, on va dire cruciales. Alors, c'est notamment la fonction de chargé de clientèle, puisque c'est le lien entre nos clients et notre système. C'est aussi nos activités d'achat, puisqu'on achète des noms de domaines pour nos clients. Ce sont des activités de développement, puisque sans cesse, on améliore notre système informatique et donc on doit à tout moment pouvoir intervenir. Et donc, on teste au moins 1 fois par an la capacité de nos collaborateurs à se rendre sur ce site dédié. Et puis, cette année, le contexte oblige, on a testé notre continuité d'activité dans le cadre de la pandémie. Donc, dès le mois de janvier, on a commencé à mettre en place un plan de continuité d'activité avec des principes de précaution limitant les risques. Et puis, on a été contraint de réfléchir à un plan de continuité d'activité en home office. Alors, dans la première phase, on a pu continuer à travailler en home office en moins d'une demi-journée pour 100% de nos collaborateurs. Et puis, comme on a appris de notre expérience, on a fourni à tous nos collaborateurs un laptop pour le second confinement. Et donc, 100% aujourd'hui de nos collaborateurs peuvent travailler en home office. Ce qui ne nous épargne pas de garder ce site dédié, puisqu'on sait qu'en journée, et c'est ce qu'on a voulu tester, et c'est ce que je voulais vous présenter juste après, puisque lors de notre Petit test de cette témoignage année, sur le test de cette année. on a voulu jouer un peu plus grand, c'est-à-dire que on a associé notre test de plan de continuité d'activité à un test incendie. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que les années précédentes, on a voulu vérifier la capacité de nos équipes à détecter un incident, à lever l'alerte et à déclencher le PCA. Donc, nous étions au bureau, nous travaillions comme d'habitude, et puis nous déclenchions un incident afin de mesurer justement la capacité de nos équipes à le détecter, à lever l'alerte, et puis à se déplacer sur ce site PCA dédié et à continuer l'activité dans les objectifs, notamment de délai que nous nous étions fixés. Là, ce qu'on a voulu tester cette année, c'est se dire, mais si on ne pouvait pas retourner sur notre site et que, par exemple, après une pause déjeuner, pour une raison de sécurité, un incendie par exemple, comment ça pourrait se passer de revenir sur le site PCA dédié, mais sans passer par nos bureaux, puisque dans nos bureaux, on a notamment mis des mallettes de secours qui nous permettent d'avoir les clés, les téléphones, etc., qui nous permettent d'aller sur le site PCA dédié. Et donc, on a déclenché un test incendie. Tous les collaborateurs se sont rendus dans une rue adjacente et là, on a déclenché le test PCA et on a notamment demandé aux nouvelles recrues qui étaient arrivées ces derniers mois de se joindre à ce test, ce qui nous a aussi permis de les sensibiliser, puisque la sécurité de l'information, c'est avant tout de la sensibilisation, ce qui nous a permis de recruter ces nouvelles personnes qui, en plus, étaient arrivées avant confinement, puis après avaient été confinées, donc n'avaient pas pu être sensibilisées à l'accès de ce site PCA. Ce deuxième test nous a permis d'éprouver nos mesures de contournement qu'on avait déjà envisagées lors de précédents tests. À savoir, eh bien, on stocke des clés chez les membres de notre comité de direction avec les codes, de manière à ce que rapidement on puisse récupérer l'accès à ce site. Et puis, cette année, on a déployé un coffre numérique qui nous permet d'enregistrer nos URL et nos mots de passe d'accès. Et donc, même si on arrive sur un poste de travail qui ne nous appartient pas, qui ne nous est pas dédié, chaque collaborateur a pu, dans un délai très court, retrouver ces codes, ces URL et poursuivre son activité. Donc voilà, c'est la démonstration qu'on a pu faire à LR lorsqu'il est venu éprouver, surveiller notre plan de continuité d'activité. Ce qui est important, je voudrais insister sur le sujet, c'est de tester ces plans de continuité dans des structures, dans des contextes différents.
on se rend compte, et c'était relativement intéressant, que quel que soit, même si on rejoue le même scénario, mais dans un contexte qui évolue un petit peu, effectivement, là c'était la donnée d'entrée, on ne rentrait pas dans le PCA de la même façon que vous l'aviez fait précédemment, et bien en fait vous avez constaté, identifié en fait des fonctionnements plus ou moins adaptés, des fonctionnements différents, des mises en œuvre distinctes de ce que vous aviez rencontré précédemment. Et c'est là en fait qu'on grandit, c'est là qu'on fait évoluer un plan de continuité. C'est en le testant, c'est en traçant, en faisant euh, le suivi en fait du fonctionnement de ce plan de continuité, de la situation, en faisant le film de la situation. C'est là qu'on va découvrir tous les aléas et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler par la suite. Je tiens vraiment à insister sur la notion de test. Test, alors au-delà effectivement de ce que vous avez fait, mais très régulièrement, moi je rencontre des entreprises et c'est encore assez récent. Une fois quand je descendais de l'ascenseur, dans l'ascenseur de Lloyd Register, j'entendais à côté de moi deux personnes qui parlaient, deux informaticiens qui parlaient qu'ils avaient essayé de relancer de restaurer une sauvegarde et puis ça s'est pas bien passé parce qu'en fait ils pensaient avoir sauvegardé mais ça ne s'était pas sauvegardé correctement. Ça c'est un grand classique dans mes audits, je le rencontre régulièrement aussi. De la même façon que vous avez des personnes qui ont des droits d'accès qui sont les seuls à les connaître. Et puis le jour où c'est encore plus vrai actuellement, le jour où il y a un PSE ou le jour où simplement ils sont en arrêt parce que ils ont attrapé le Covid, eh bien plus personne n'a accès à ces codes. Donc c'est pas forcément primordial, mais ça peut être dramatique et surtout si on en a besoin dans un temps limité et réduit. Donc si je dois insister sur un sujet particulier, dans le cadre de mes audits, en tous les cas, j'insiste sur les tests, que ce soit de la continuité de l'activité, que ce soit les sauvegardes, tous les tests divers et variés, les audits internes. C'est là effectivement que l'entreprise va progresser dans la maturité de son organisation et de sa sécurisation. Merci Philippe. Chers auditeurs, si vous avez des questions à poser à Virginie, à Philippe, n'hésitez pas à tout moment via la boîte à questions. On prendra le temps d'y répondre dans un second temps. Philippe, du point de vue de l'auditeur, est-ce que tu avais d'autres suggestions à nous livrer pour assurer la reprise des activités? Oui, alors je voulais effectivement, on touche à la fin de notre présentation, mais je voulais pas effectivement qu'on arrive au bout sans parler effectivement d'une norme un peu plus récente de système de management de la continuité d'activité, l'ISO 22301, qui est effectivement une norme là aussi certifiable. Donc comme j'ai dit, c'est assez récent comme norme, mais qui a pour but effectivement de se focaliser sur la continuité d'activité. Alors c'est quoi la continuité d'activité finalement? En fait, si je veux le décrire simplement, c'est d'avoir effectivement, lorsqu'un événement survient, d'avoir la capacité de le détecter le plus rapidement possible, de manière à réagir de manière immédiate et dans un temps le plus réduit possible. Réagir pour pouvoir en fait recouvrir l'activité, continuer, remettre en place à la fois des infrastructures, des installations, des dispositions et des palliatifs, de manière à ce que on puisse au sein de l'entreprise opérer à nouveau et que pour le client, il soit effectivement que le temps de détection, réaction, recouvrement soit le plus rapide possible, de manière à ce que vis-à-vis du client, on ait la moindre sensation de rupture dans le service qui est apporté. Et ça, c'est vrai que ce soit effectivement dans un service informatique ou dans la production. Donc, qu'on puisse à nouveau opérer, quitte à ce que ce soit effectivement sur des infrastructures temporaires, et avant de pouvoir retourner à une situation normale. Et ça, effectivement, le retour à la situation normale peut très bien durer à partir du moment où on a des infrastructures qui fonctionnent et qui tiennent dans un mode dégradé. Alors tout ça, cette continuité d'activité, elle est possible que si et seulement si, d'abord on a des dispositions
bien définis, hein, c'est notre plan de continuité d'activité, donc des dispositions qui permettent effectivement de dérouler cette détection, cette réaction, ce recouvrement, etc. Mais ça ne tient, tout ça, ça ne tient que si on s'est protégé en amont. Et se protéger en amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement s'assurer de la sauvegarde de tout ce patrimoine immatériel, ce sur quoi effectivement on va pouvoir redémarrer et relancer l'entreprise. Du coup, effectivement, et pour moi, ça sera pratiquement ma conclusion sur le sujet d'aujourd'hui, c'est que pour moi, il n'y a pas de continuité, pas de reprise d'activité sans une conservation et une restitution de ce patrimoine immatériel. Pour ça, effectivement, que je voulais focaliser ce webinaire sur cette notion de patrimoine immatériel, parce que si vous avez des données, il faut vous assurer effectivement d'en avoir la maîtrise et d'être capable et la capacité de restituer ce patrimoine immatériel. Alors, soit effectivement, les données, elles sont sur forme papier et vous pouvez toujours avoir recours au coffre-fort, en sachant qu'il vaut mieux que le coffre-fort soit inifugé et localisé dans un autre local que le site principal de l'entreprise. Mais effectivement, pour toutes les données, alors qu'elles soient papier ou qu'elles soient physiques, hein, un support de sauvegarde, une bande, tout ça, effectivement, pensez à le sauvegarder de manière sécurisée. Mais de plus en plus, en fait, et dans l'électronique et l'informatique moderne, en fait, les données sont transférées en fait sur un autre site ou même maintenant et de plus en plus directement sauvegardées dans le cloud. Ce sont effectivement d'autres dispositions, mais qui permettent de garantir la sauvegarde de ce patrimoine immatériel. Sinon, effectivement, au-delà des données, il y a bien entendu l'image, les marques, sur lesquelles, là aussi, il faut s'assurer de leur conservation, leur restitution. Et puisque c'est le métier au cœur du métier, en tout cas, de DameShield, je vais laisser à Virginie le soin de conclure sur ce sujet. Oui, le patrimoine immatériel de nos clients à travers notamment leurs marques, mais c'est aussi à travers leur zone DNS, c'est leur certificat SSL, a bien entendu une valeur inestimable et très sensible. Donc, nous traitons notamment des données personnelles, en particulier par exemple pour les certificats SSL, mais ça peut être aussi le cas pour les noms de domaine. Donc, on assure à la fois la sensibilisation du traitement de ces données et la destruction de ces données en conformité avec le RGPD. Nous nous devons aussi d'assurer la continuité d'activité pour nos clients qui ont une envergure mondiale. Donc H24, 7/7 partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a déployé une solution spécifique qui est la solution Anycast. S'ajoute, on en a parlé très largement, le contexte actuel où les attaques cyber se multiplient. On en compte plus de 152% depuis à peine un an. Donc, on a dû déployer une infrastructure très robuste qui nous assure de lutter contre les attaques DDoS en particulier. Et ça nous permet de relever le défi de garantir la disponibilité et donc d'assurer la continuité d'activité pour nos clients. Enfin, on a une solution DNS Premium qui protège les noms de domaine de nos clients de ces attaques et évite toute rupture de service et de contrer les risques de détournement, d'atteinte à l'image de la marque et par conséquent la perte de chiffre d'affaires. Alors, et je vais conclure en plus, on a un peu dépassé effectivement le timing initial pas prévu, mais c'est toujours difficile à maîtriser. On a toujours plein de choses à vous dire. Juste en vous précisant comment effectivement Lloyd Register peut accompagner les organismes dans leur démarche. Alors d'abord, Lloyd Register, c'est bien entendu l'organisme certificateur. Donc, on peut bien entendu réaliser vos audits de certification 27001, bien entendu, mais aussi on peut le faire de manière intégrée à tous vos autres systèmes de management, que ce soit effectivement de la qualité, de l'environnement, de la santé-sécurité ou un système de management de la continuité d'activité. Tout ça peut s'intégrer dans le cadre d'audits communs et intégrés.
Alors, au-delà effectivement de notre métier, de notre cœur de métier, pour aider les entreprises à se développer sur ce domaine de la cybersécurité, on a mis en ligne en fait des outils d'autodiagnostic qui permettent gratuits et qui permettent effectivement d'avoir une première approche, une première évaluation. C'est assez sommaire, mais ça permet déjà de commencer à taper dans le dur en fait de ce sujet-là. Au-delà de ça, eh ben, Lloyd Register, au sein du groupe, distribue aussi réalise des activités de formation. Donc, formation sur l'ISO 27000, des formations cyber, des formations à l'audit aussi des systèmes de management de la sécurité de l'information. Donc, n'hésitez pas. Et puis, une fois que l'entreprise a bien lancé sa démarche, eh bien, on peut proposer des prestations de gap analysis ou d'analyse d'écart qui consistent en fait tout simplement à venir auditer sans la pression de la certification, venir auditer une entreprise, vérifier les pratiques de votre entreprise par rapport aux bonnes pratiques qui sont celles préconisées par les normes et de mettre en évidence tous les aléas et les écarts entre les pratiques de l'entreprise et les meilleures pratiques du domaine proposées et suggérées par les normes. Voilà, Cécile, je te laisse la main pour conclure. Merci à tous les deux. Merci Virginie, merci Philippe, ce regard croisé, j'espère que ça vous aura plu, chers auditeurs. On va passer à la session boîte à questions. Il y a déjà des questions qui nous sont parvenues là, que je viens d'envoyer à nos experts. Je vous propose de vous laisser quelques secondes pour qu'on compile les questions et puis qu'on prenne le soin d'y répondre. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachez qu'on vous les fera parvenir par écrit. Donc, je vous laisse quelques secondes seulement et on revient tout de suite. Alors, tous les deux, j'ai une question plutôt classique qui parle de budget. Donc, Virginie, Philippe, est-ce que vous pourriez répondre à la question quel est le budget à peu près dédié à la certification et pour quel bénéfice Oui, alors honneur aux dames. ouais, honneur aux dames. La question, merci Cécile. La question du budget, elle est cruciale parce qu'il faut vraiment dédier un budget spécifique lorsque l'on s'engage dans une certification ISO 27001. Notamment parce qu'on l'a vu, on a bien sûr le besoin de faire appel à un organisme de certification tiers, mais on doit aussi réaliser des audits techniques. On se fait souvent accompagner par des sociétés. On forme notre personnel, que ce soit sur l'implémentation de la norme ou sur l'audit interne de la norme. Et donc, ça nécessite beaucoup de prestations externes auxquelles nous n'avons pas l'habitude d'avoir recours. Nous, aujourd'hui, on a une enveloppe annuelle d'environ 3% de notre chiffre d'affaires qui est dédiée à la sécurité de notre système d'information. Mais comme vous le voyez, la contrepartie, c'est aussi parce que à la fois nos clients et nos produits nécessite un très haut niveau de sécurité et donc ce 3%, il s'explique aussi pour ça. La contrepartie, il faut aussi souligner ce que ça nous permet, c'est d'abord le collectif. La certification ISO 27001, il faut imaginer que quand on travaille en silo où chacun d'habitude fait son travail, là on a une démarche qui est transverse. Nos objectifs, on en a 6, on a 6 objectifs phares dans notre politique de gouvernance. Ils s'appliquent à tous et à toutes. Et donc, on peut le dire, la certification, elle a permis de parler de la sécurité, de faire que ça soit devenu notre ADN et que la sécurité soit l'affaire de tous. Donc, ça a renforcé notre collectif. Ça nous a permis aussi de décrocher de nouveaux contrats parce que plusieurs entreprises en B2B demandent d'être en cours de certification ou certifiées. Et donc, voilà, c'est un gros retour sur investissement que de décrocher ses clients. Et puis, la troisième chose, c'est que, et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur notre site internet,
c'est qu'on est devenu vraiment un acteur majeur de la cybersécurité. On fait beaucoup de sensibilisation, c'est très apprécié. On anime beaucoup de webinars, on met beaucoup d'outils au service de nos clients parce que oui, c'est peut-être notre ADN, la sécurité de l'information, mais c'est aussi l'affaire de nos clients et donc c'est, on va dire, un contrat de service que l'on signe avec eux. Et donc c'est pour ça qu'on se met au service d'un très grand nombre en faisant toute cette communication sur la sécurité de l'information. Oui, peut-être juste un petit rajout par rapport à ce sujet et cette question. Je pense que le coût de la certification est très réduit à la fois par rapport à l'investissement requis pour l'entreprise pour sécuriser son système en lui-même. Ce qui va coûter en fait, c'est les personnes, les dispositions qu'on va mettre en place pour sécuriser et les infrastructures qu'on va mettre en place pour sécuriser un système d'information. Et par contre, effectivement, il y a de multiples euh, conséquences positives en fait pour l'entreprise, à la fois effectivement pour son image, pour la sécurisation de son image vis-à-vis de ses clients, pour la sécurisation de son patrimoine, une fois de plus, mais aussi effectivement, ne serait-ce que pour la clarification des modalités de fonctionnement. On l'a vécu, je suis effectivement Namesheet depuis près de 3 ans. On a vu effectivement au fil des mois, au fil des années, au fil des audits, des choses qui étaient décrites d'une manière approximative et comprises effectivement de manière approximative par les uns et les autres, et ben, petit à petit s'éclairer. Le fait de revenir et d'insister sur un certain nombre de sujets a permis en fait de clarifier les dispositions, de clarifier les compréhensions et que tout le monde effectivement, et là c'est un vrai travail sur les équipes, sur la compréhension de l'ensemble des équipes, de partager les mêmes compréhensions des mêmes problématiques qu'on peut rencontrer. Une question tous les deux sur la partie certification et du coup, on pourra débriefer sur le questionnaire en ligne là, auquel vous avez répondu, chers auditeurs. Combien de sociétés sont certifiées aujourd'hui? Est-ce que tu as quelques données de marché, Philippe, à Oui, nous communiquer? j'ai pris le temps. Alors, on projette actuellement. Par contre, c'est tout petit, du coup, je le vois pas surbriller sur Euh, mon écran. alors, la plupart de nos auditeurs sont certifiés 9001. On va dire C'est déjà un une bon pas. infime. Oui, parce qu'on peut Euh, combiner les certifications, tout à fait. Non, et euh, c'est vrai que la certification 27001 en fait s'appuie sur la notion de système de management. Donc une entreprise qui est certifiée 9001, je dirais elle aura déjà tous les réflexes et les dispositifs et c'est surtout les réflexes en fait de cette notion de système de management, cette notion de surveillance, cette notion d'analyse de risque en amont, de mise en place des actions, de vérification que ces actions sont en place. Je dirais qu'on a fait, quand on est certifié 9001, on a fait déjà au moins 25% de ce qui est requis en 27001. J'ai bien dit que lorsqu'on est certifié 9001, hein. 9001, Oui, donc on a fait oui. effectivement au moins, je dirais, un quart du travail pour la 27001. Après, c'est vraiment tout petit sur mon écran. Donc, il y a un peu moins de 10% qui sont certifiés 27001, c'est ça? En 27001, ouais, ouais. Après, tu pourrais peut-être nous parler, Philippe, des principaux écarts constatés en audit, et puis on Peut-être conclura. avant effectivement de parler des écarts, je pourrais en parler, mais j'ai retrouvé trois informations statistiques sur, alors si on peut enlever voilà, du coup, hop, voilà. J'ai trouvé quelques éléments statistiques en fait c'est bizarre, ça ne partage pas correctement mon écran. Je vais essayer hop, pour partager ça correctement. Voilà. Quelques statistiques en fait sur les certifications 27001. Donc, on voit effectivement la courbe depuis 2006. Donc, c'est des informations qui sont fournies par l'ISO. Certification donc ISO 9000 et ISO 27001 en France. Bon, c'est un tout petit nombre, hein, au passage 350 entreprises certifiées, 350
C'est un tout petit certifications? nombre, Philippe, mais il faut quand même souligner qu'on est dans le top 10 mondial du nombre de sites certifiés. Je pense qu'on a une particularité en France, c'est que la certification ISO 27001, elle est peut-être, c'est une certification qui est peut-être privilégiée par exemple dans le secteur bancaire ou dans notre secteur, nous, de la cybersécurité. Mais néanmoins, les entreprises jouent le jeu et quand elles ont plusieurs sites, elles décident de certifier tous leurs sites puisque la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, on voit bien qu'on est dans le top 10 du nombre de sites certifiés dans le monde. C'est vrai qu'effectivement, en nombre de certificats, la France se place pas très bien on a là à l'écran la liste et le classement des pays et des entreprises certifiées. Par contre, si on regarde effectivement en termes de nombre de sites, c'est a priori des plus grosses structures qui sont certifiées en France que dans un certain nombre d'autres pays. Bon, on a encore des progrès à faire, effectivement, mais c'est aussi un peu culturel, hein, la préservation de notre patrimoine, la préservation de nos connaissances. On est notre caractère latin et notre caractère des Lumières, en fait, d'esprit des Lumières, qui est effectivement assez ouvert au monde. Venez piocher chez nous ce qui est possible de prendre. Bon, mériterait d'être un peu plus sécurisé. Je pense que la 27001 est un bon outil. Je pense que on pourrait faire des montées en fait dans le rang du classement. Et puis je peux que inviter les entreprises à se certifier 27000, évidemment. Et ce sera le mot de la fin, Philippe. Virginie, mille Oui, merci encore une fois. merci à Euh, toutes et à tous. un chouette Merci tandem aux participants. et un beau témoignage. Je vous dis à très bientôt sur un prochain webinaire Load Register. Je rappelle à tous nos auditeurs que le podcast sera disponible sur le site internet Load Register, également chez Nameshield. Je vous invite à aller jeter un œil à nos services en ligne. Vous recevrez le support dans les prochains jours, les réponses à vos questions également. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai vu qu'une auditrice attendait une réponse du service commercial. Bien entendu, madame, je transmets votre demande. Je vous souhaite une excellente journée à la maison. Portez-vous bien et passez d'excellentes fêtes. À très Merci, bientôt. Merci. à très Merci à vite. tous. Au revoir. Plaisir.